bonjour à tous et bienvenue. Et nous sommes heureux avec Anne-Marie d'ouvrir cette nouvelle réunion sur les exosquelettes. Sous le slogan de X-Forum, depuis 2 ans, Anne-Marie anime avec le plaisir de vous avoir, vous les nombreux intervenants, pour illustrer ce qui peut être fait en matière de qualité de vie au travail avec ce nouveau domaine d'action qui se développe fortement en ce moment. Alors on a vu des exemples très divers dans nos réunions précédentes. On a vu le maréchal Ferrand, on a vu l'homme qui rampait dans les soupes à fou, on a vu bien sûr beaucoup de logistique. Et aujourd'hui, c'est l'angle femme qui va être central dans les exposés. Alors comme Anne-Marie nous le rappelle périodiquement, les femmes c'est quand même 50% et quelquefois un peu plus du monde au travail. Ce sont des morphologies, des types de métiers un peu différents et je suis sûr que le débat va être très riche en l'abordant aujourd'hui de cette façon. Voilà, bienvenue à tous et je passe la parole à Anne-Marie. Merci Jacques, merci Président. Bonjour à vous tous, on est vraiment content de vous avoir là pour cette session qu'on concocte et pour vous dire avec mes deux acolytes que sont Anaïs Chorel et Marianne Grangeret sur cette question des femmes et plus particulièrement. Sous cet angle, est-ce que finalement la question des exosquelettes, comme d'une façon générale les questions HSE et encore plus particulièrement les exosquelettes ont un genre, et que veut dire l'approche genre et l'approche femme pour les exosquelettes. Donc merci à vous tous d'être là, parce qu'effectivement, comme le rappelait Jacques, il y a 50% de l'humanité au moins, et maintenant à peu près autant en force de travail qui se trouve être de sexe féminin, comme il y a l'autre, et plutôt de genre féminin. Et voilà, donc quelles sont les questions qui vont se poser là? Et donc je vous rappelle encore une fois à nouveau, et pardon de le redire, mais pour éviter l'arsène & co, et surtout qu'on puisse avoir une qualité d'image pour vos interventions et ensuite pour les replays, merci si vous pouvez couper donc à la fois micro et caméra là-dessus. Voilà. Donc voilà vous tous. Alors vous avez là la brochette et on reviendra sur la présentation de chacun et de chacune. Donc comme on n'est quand même pas complètement raciste, on a quand même accepté quelques messieurs. Oui, voilà. Et un peu plus, et aussi pour intervenir. Et donc ce que je disais, c'est que les deux premières que vous voyez là, c'est Anaïs et Marianne. Et donc, pour vous dire les choses, finalement, ça remonte le projet très exact de monter un UX Forum là-dessus, alors que nous en sommes, comme vous voyez, à notre 14e, remonte, je crois, au 12e, c'est-à-dire on était à Nantes. Et on avait eu dans les sessions précédentes justement des questions qui posaient un peu particulièrement le travail des femmes. L'une qui avait été sur une expérience, j'allais dire difficile finalement, d'exosquelette et d'un type de choix finalement de matériel qui, même s'il pouvait correspondre fonctionnellement, avait eu besoin d'adaptation et donc avait été mal reçu, et donc voilà, c'était pas positif. Et puis un autre qui était là et qui était pour un métier qui était beaucoup plus artisanal, je ne sais pas si Jérôme d'Aragon est là, mais qui était un métier de piqueur, et qui était en fait des piqueuses de cuir, et qui avait donc un travail qui était extrêmement minutieux et qui avait besoin donc d'être aidé, parce que source potentielle, je dirais à la fois de crispation et de TMS important, et ça avait été quelque chose de tout à fait important pour revivifier finalement aussi une filière qui était un peu en train de disparaître en France et qui était en train de renaître là. Donc voilà, c'était avec toutes les deux, donc toutes les trois en mai dernier, on a dit on va se monter un UX Forum, donc spécialement sur les femmes et les exosquelettes des femmes. Alors, juste pour vous dire 2 mots sur qui on est, nous le cercle, on existe depuis 2007, globalement déjà, avec un peu 2 missions, l'une qui est d'éclairer nos membres, et là c'est des réunions mensuelles qu'on a
régulièrement tous les deuxièmes mercredis du mois pour éclairer de façon un peu systématique un point d'actualité prospectif ou au risque. Et puis on organise donc ce qu'on appelle les UX Forums. Et les UX Forums, ce sont des tables rondes comme vous êtes là, sauf que là, bien sûr, c'est même pas une table ronde virtuelle parce qu'on est tous derrière nos écrans, mais enfin, disons qu'elle est ronde. Pour finalement mettre en lumière des pratiques innovantes en intégration des innovations et toujours dans l'optique utilisateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, d'ailleurs, ni pour faire la promotion plus particulière, qu'elle soit commerciale ou institutionnelle, de tel ou tel, mais c'est plutôt pour mettre en avant des démarches, et qui ont été vraiment des démarches et des approches qui sont tout à fait préfigurantes et intéressantes, et c'est comme ça donc on monte ces UX Forums. Et le premier, Jacques, comme le temps passe, parce que c'était pas il y a 2 ans, c'était en gros, on a commencé à le préparer en 2018, et donc le premier était en 2019, et on est quelques-uns autour de cette table. On a Lionel, c'était Lionel avec toi qu'on a démarré, et puis aussi avec Benoît Sago du Vorou, et puis petit à petit, j'allais dire, notre micro-réseau s'est étayé. Au début, on nous disait que c'est fou, ils sont en train de parler pour le coup de drôle de machine d'exosquelette, et là maintenant, on voit bien que c'est quelque chose qui est en train de rentrer de façon tout à fait importante, non seulement, comme on le savait, un peu dans l'univers médical pour la réhabilitation des paraplégiques ou autres, mais aussi dans l'univers militaire, alors ça c'est top censure, mais aussi maintenant dans l'univers de travail. Alors voilà, donc je vous dis un peu comment on va procéder. J'allais dire, dans un premier temps, avec Coraline Grishka et Elsa Martin et Maëva Cabandé et un certain nombre d'autres d'entre nous, on va voir des exemples concrets de comment la question, non seulement comment elle se pose, mais comment est-ce qu'on fait pour répondre à un besoin qui est là et qui va être de plus en plus important. Quelles sont les questions que ça se pose? Comment on y répond? Quels sont les choix qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a eu des adaptations techniques possibles et autres? Et voilà, donc là, ce que je vous montre là, c'est le plan qu'on va suivre pendant cette UX Forum. Donc on commencera par voir, si vous voulez bien, de premiers exemples de terrain, toujours, encore une fois, en optique UX, c'est-à-dire en optique utilisateur. Bien sûr, on va voir quelques éléments de démarche, mais ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on n'est pas là dans une démarche ni d'expert technique, ni d'expert réglementaire, ni de démonstration de produits, mais vraiment pour se poser toujours la question, c'est quels sont les besoins, pourquoi, à quoi ça sert. En gros, la vieille question de boîte de nuit, 3 h du matin, qui est à quoi on sert, elle est toujours là. C'est à quoi ça sert finalement ces exosquelettes, à quoi ça peut servir, à quoi ça ne sert pas, pour que ça réponde notamment peut-être à des besoins spécifiques des femmes, à quoi ça sert. Donc, 4 parties. Premiers exemples de terrain, donc en gros 3 types d'approches. Ensuite, on regardera plutôt, en prenant un peu de recul, à la fois les enjeux que ça pose, je dirais du côté, par exemple, de ceux qui pilotent les questions HSE en entreprise ou dans les structures, encore une fois, qu'elles soient publiques ou privées. Là, c'est Marjorie Klein du groupe Elior, par exemple, qui commencera à nous éclairer là-dessus. Et puis, je dirais, pour le coup, entre experts, mais experts de terrain, on regardera, j'allais dire, depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis que les exosquelettes commencent à diffuser un peu réellement dans l'univers de travail, quelles ont été les évolutions, les prises en compte ou pas, d'ailleurs, spécifiquement pour les femmes. Et puis on regardera ensuite 2 questions spécifiques, juste pour vous dire là, c'est à la fois une approche, on la remercie d'être là avec Nathalie Roussel, professeure Nathalie Roussel, qui est professeure à l'université d'Anvers et qui dirige la chaire, une chaire justement de physiothérapie et de réhabilitation physique après difficultés, et encore une fois, ça peut être notamment après les accidents du travail, et Nathalie Roussel est spécialiste, je vais dire, des questions de douleur et des enjeux, elle appelle très justement neuro-émotionnels et les dimensions neuro
des TMS. Donc on regardera cette question-là avec elle et avec aussi Juliette Moreau. Juliette, que je salue là, elle était la deuxième arrivée tout à l'heure, et là c'est plutôt sous l'angle justement Femtech. Juliette a monté en France, j'allais dire, une dynamique et une structure qui correspond à celle qu'on a vue déjà, on a vu apparaître il y a peu aux États-Unis, qui est celle des Femtech. On aura aussi globalement son éclairage. Alors, je vous propose, si vous voulez bien, qu'on rentre dans le vif de notre sujet et de nos exemples. Et comme vous voyez vraiment ce que sont les exemples de terrain, je dirais qu'on en a pris finalement là 3 exemples. Où on aura le premier qui sera présenté par Nicolas Wüst, qu'on a connu, j'allais dire, quand il est l'an dernier d'ailleurs, après qu'il ait mis en place tout un système, j'allais dire, à la fois d'analyse, il nous dira d'analyse des postes et en même temps d'analyse des besoins et des réponses potentielles en solution exosquelette au sein de la Poste, non pas la Poste France, mais la Poste Suisse, j'allais dire, qui a pris le virage de ce qu'est notamment ce qu'on voit là, le traitement du Covid de façon très, très anticipée. Et donc cet exemple-là, en vision large, et puis concrètement 2 exemples complets de terrain, j'allais dire côté opérateur et côté conception, management des opérations, avec à la fois un exemple, alors finalement on aime bien le sud-ouest, hein, avec un exemple du Gers, très, très précisément, et de la région d'Occitanie, avec Maïva Diamandé, qui est préparatrice de commandes au sein d'une structure qui est une structure, je crois, c'est l'activité logistique d'une coopérative agricole qui s'appelle Gasco. Et puis, du côté cette fois-ci, de quelque chose qui est plus proche d'une forme de maintenance industrielle, mais qui est en même temps une maintenance itinérante, hein, ce qu'elle nous expliquera, du groupe UEIA. Et là, en fait, il s'agit de la maintenance d'une activité de transport de la métropole lilloise, avec cette fois-ci un autre duo qui nous présentera l'ensemble. Alors, si vous voulez bien, Nicolas, ça va être à vous. Et donc, à vous, donc vous êtes, alors je ne sais pas trop comment dire, mais vous êtes intégrateur d'innovation. Voilà, c'est un peu ça votre métier. Tel que j'ai compris, c'est d'analyser les organisations et concrètement les flux, les organisations, et notamment les organisations logistiques, et de les analyser au regard de ce que sont justement les besoins d'aide et les réponses possibles via exosquelette. Et vous avez été amené, je dirais que dans la période récente, à justement analyser un peu plus d'une 50aine de postes et de solutions possibles exosquelettes à destination des femmes. Alors, Nicolas, c'est à vous. Je vous ai préparé juste 2 visuels, un visuel pour montrer un petit peu ce qu'était la variété des interventions. Donc à vous Nicolas. Bien, merci Anne-Marie, merci aussi Jacques de me donner la parole dans cet univers féminin, ça me réjouit. Je suis heureux de partager avec vous une expérience qui est née en 2019. Je suis tombé en 2019 dans la marmite de l'exosquelette à la Poste Suisse, puisqu'après avoir développé quelques projets, je dirais d'aide aux collaborateurs, d'aide au port de charge, mais plutôt de la robotique, le management m'a demandé de m'intéresser à l'exosquelette. Donc, c'est pas une initiative de ma part, j'ai répondu à une demande de la direction, mais je me suis pris au jeu. Et donc, il y a effectivement, au sein de la Poste Suisse, ce qui m'a fait découvrir ce thème d'exosquelette durant 2 ans, au travers d'une étude de marché, ensuite d'organisation de pitch avec une dizaine de fournisseurs, qui sont venus en une demi-heure nous présenter leurs produits. Et à l'aide des responsables santé, sécurité, à l'aide des responsables de logistique, on a porté notre choix, de manière relativement arbitraire, je dois dire, sur 5 entreprises, et on a choisi de faire des tests sur 18 mois, en 2 séquences à la Poste Suisse.
Et puis donc il y a deux, on va dire deux terrains de jeu dans la partie logistique de la Poste suisse. D'une part, évidemment, le monde des colis, où là on reste sur une population plutôt masculine, puisqu'on est dans des univers assez, je dirais, assez exigeants. Et dans le profil du personnel qui travaille dans ces environnements, c'est plutôt masculin. Mais on a aussi fait des tests dans des centres courriers, où là, à contrario, on est plutôt sur sur un profil de collaboratrice et non pas collaborateur. Donc on n'est pas sur des ports de charge de 20, 25 ou 30 kilos. On est sur des caisses de lettres qui peuvent faire entre 10 voire jusqu'à 20 kilos, mais je dirais une moyenne entre 10 et 15 kilos. Quand on les porte régulièrement et dans des postures quelquefois pas toujours idéales, eh ben ça représente quand même un enjeu de trouver des solutions d'aide. Donc c'est par rapport, je dirais. Je vais vous Oui. poser une question, Nicolas, pardon de vous interrompre, mais ce qui est intéressant dans la démarche, je vais dire très structurée, gardez votre caméra si vous voulez bien, très structurée que vous avez eue, Mhm. vous dites finalement c'était une demande de la Poste, de la direction de la Poste. Comment ça leur était venu? Est-ce que vous savez pourquoi ils vous ont finalement dit donc tu as fait tout ça, maintenant regarde les exosquelettes. Pourquoi les exosquelettes? Absolument, c'est le directeur du secteur courrier, justement, qui revenait d'un voyage à l'étranger. Il était à l'aéroport de Tokyo et il a vu du personnel de l'aéroport qui s'occupait des bagages avec des exosquelettes. Et c'est cette image-là qui, au retour de son voyage, la séance d'après, il m'a demandé de m'intéresser à ce domaine. Donc regardez Et je dois ailleurs. dire aussi, la première chose que je peux déjà donner depuis 2019, c'est qu'en 3 ans, le marché a vraiment beaucoup évolué. C'est un marché extrêmement dynamique et je me réjouis de savoir en 2025 où on sera parce que je pense qu'il y aura des solutions encore meilleures. Mais pour revenir sur le thème spécifique de la fin d'après-midi, par rapport à donc l'introduction le test d'exosquelette ou le port d'exosquelette pour du personnel féminin, j'ai pas rencontré fondamentalement, je peux pas dire que j'ai rencontré des problèmes majeurs. Je peux en relever deux qui ont posé problème. Un, c'était vraiment lié à la collaboratrice elle-même qui était particulièrement menue. Et donc, on avait les 5 modèles qu'on avait sélectionnés pour le test. Et il y a 2 modèles qu'on n'arrivait pas à régler correctement, même en prenant la petite taille, car voilà, elle avait vraiment des jambes, des cuisses très menues et on n'arrivait pas à l'installer correctement. Donc c'est un cas isolé, mais un cas existant que j'ai pu observer. Et puis dans un autre cas, là, ça concernait qu'un seul modèle qui posait problème parce qu'il y avait l'attache sur le haut du corps, sur la poitrine. Et donc particulièrement désagréable, voire discriminant pour les dames. Et aujourd'hui, cette société est en train de travailler sur un nouveau modèle avec l'attache dans le dos et un mode du gilet. Donc je pense qu'on n'a pas été les seuls à soulever le problème là. Au-delà de ces parties vraiment, je dirais, produits, je vais contrebalancer peut-être que je sors un peu de la thématique, mais si on doit parler des problématiques liées au port d'exosquelette pour le personnel féminin, moi je vois plutôt des chances parce que sur ce que j'ai vu, il y a un facteur de succès important, une intégration d'exosquelette, c'est la volonté du collaborateur de comprendre le produit, de se l'approprier, d'y aller pas à pas et de se donner les moyens de le porter petit à petit et correctement. Et par rapport à ça, je pense que le personnel féminin est plus ouvert que le personnel masculin. Parce que le personnel Vous avez trouvé masculin une est meilleure recevabilité. absolument, mais assez, vraiment de manière assez marquée. Donc c'est là que je vois une vraie chance. Alors il y a aussi évidemment des messieurs qui prennent ça très bien, mais il y a quelquefois un mélange, j'ai envie de dire, ou de testostérone, ou de fierté, ou
moi, je suis en bonne santé, je suis fit, je suis fort, je suis costaud et j'ai pas besoin de cela, ce qui est évidemment une hérésie, mais je suis souvent, enfin, ça m'arrive régulièrement d'être au contact de ce profil-là, qu'on arrive des fois à faire évoluer aussi, hein, en lui indiquant que on a le même but, c'est qu'il reste tout aussi fort, mais tout au long de sa carrière ou de sa vie en faisant de la prévention. Mais ce mot prévention, cette démarche de prévention, elle demande plus d'efforts accompagnés chez l'homme que pour la femme, sur ce que j'ai vu moi. Donc ça, je pense que c'est bien. Une autre chance et ça c'est quelque chose de réel, c'est plus à la poste, c'est dans cette nouvelle casquette d'intégrateur aujourd'hui. Dans une entreprise logistique, il y a aujourd'hui des préparations d'envoi à faire sur du matériel informatique principalement. Et aujourd'hui, la réglementation suisse fait que, à partir d'une certaine charge, on ne peut plus attribuer cette tâche à une collaboratrice, ça doit être un collaborateur. Donc on est dans une démarche aujourd'hui de dire, avec l'aide d'un exosquelette, on aimerait pouvoir donner la chance à l'entreprise en question de pouvoir planifier ses services strictement sur des parties opérationnelles et non pas genrées. Donc ça c'est quelque chose on va qui est en peut-être cours. conserver ça tout à l'heure pour la discussion, parce que c'est effectivement donc voilà, par rapport aux réglementations, qu'est-ce qui peut se passer de ce côté-là si Voilà. Bon, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais enfin en Suisse c'est cela. D'accord. Et donc voilà moi mon message finalement pour terminer. Après je reprends volontiers la discussion s'il y a des questions. Il est pas du tout, il est pas ni alarmiste ni prudent. Il est empreint de. Je pense qu'on a une vraie chance les exosquelettes sont globalement parfaitement intégrables pour des dames. Quand c'est pas le cas, moi, ce que j'ai vu, l'exemple que j'ai vu, c'est que les entreprises en question sont conscientes de ces enjeux et corrigent. Et puis, à l'inverse, j'ai envie de vous dire que j'ai eu plus de problèmes, je pense que je les compte sur les doigts de 2 mains, de ne pas pouvoir équiper des hommes qui, eux, étaient trop costauds et trop grands et j'arrivais pas à faire le tour de la cuisse, en l'occurrence. Donc, je ne vois question pas morphologie, ça peut aussi dans ce sens-là. Voilà. Ok, merci Nicolas. Si vous voulez bien, on va poursuivre notre rafale, si je peux me permettre, de nos premiers exemples. Donc merci, on a bien vu que vous, dans l'expérience que vous aviez, c'était finalement, il y avait quelques questions qui étaient des questions finalement d'ajustement physique et morphologique de produits, mais globalement plutôt une bonne, voire une meilleure recevabilité du côté des opératrices et du côté des collaboratrices que des collaborateurs. Alors, c'est qu'on passe la parole maintenant, merci à vous deux, à votre tandem, j'allais dire tandem successeur, hein, merci à vous, on reviendra tout à l'heure sur la suite, et donc là on a un nouveau tandem avec Coraline Grishka qui est responsable du mobilier urbain à l'intérieur donc de l'équipe d'Ilevia Groupe Keolis. Alors je crois que c'est vraiment une grosse activité puisque vous avez dans ce qu'on appelait autrefois la régie de l'ensemble des transports de la région lilloise, et donc avec une activité et notamment une activité de maintenance qui est tout à fait importante sur un certain nombre d'éléments. Vous-même vous êtes, je crois, donc responsable du mobilier urbain. Et Anaïs, c'est Anaïs qui est notre entremetteuse, si je peux me permettre de vous présenter ainsi. Anaïs, donc voilà, donc vous avez avec Coraline analysé, et je vais vous passer peut-être le slide suivant qui montre l'activité de l'une de vos équipières, et donc vous avez une équipe avec des équipiers et des équipières et des besoins bien particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu toutes les deux en tandem? Qui veut prendre la parole la première? Coraline?
commencer. Donc, comme vous l'avez dit, en fait, Keolis Lille Métropole, en fait, c'est l'entreprise qui exploite le réseau de transport en commun de la métropole de Lille. Donc, c'est 95 communes et en fait, c'est tout ce qui est bus, tramway, métro et Vélil. Et moi, plus particulièrement, je suis responsable du mobilier urbain. Donc, en fait, on va gérer l'installation et la maintenance des 3500 points d'arrêt qui sont sur ces communes. Donc, on a les abribus, les poteaux d'arrêt et aussi les poteaux provisoires. Donc, c'est ce que vous voyez sur les photos. C'est ce qu'on vient mettre, en fait, pour mettre l'information voyageur quand il y a une déviation ou des travaux. Et c'est vraiment sur ces poteaux provisoires. Donc, il faut savoir qu'on en met à peu près 1200 par an. Donc, qu'on dépose, qu'on pose ou qu'on déplace. Et c'est vraiment sur ce sujet-là qu'on a des problématiques de port de charge. Il faut savoir que le socle que vous voyez fait 60 kilos et le poteau qu'on vient mettre dessus fait une quarantaine de kilos. Donc, pour faire cette maintenance, donc on est 13 dans l'équipe et il y a 8 personnes qui s'occupent de la maintenance. Et historiquement, c'était que des hommes. Et on a toujours eu des soucis en fait au niveau des douleurs de dos, que ce soit des douleurs qui viennent progressivement et qui finissent en arrêt maladie, ou aussi des accidents de travail où l'agent, en portant en fait le poteau, se coince le dos d'un coup. Donc c'est un problème qu'on a toujours eu. Et en fait, ce qui a changé, c'est il y a 2 ans. Donc j'ai une salariée donc que vous voyez sur les photos, Edmond, qui en fait a été déclarée inapte à la conduite de bus et qui a rejoint mon équipe en fait sur la partie administrative. Et quand un poste d'agent s'est libéré dans mon équipe, d'agent de maintenance, elle a souhaité postuler. Et elle a été retenue parce que elle avait la connaissance du réseau, la connaissance de notre activité, et puis elle était motivée. Et c'était aussi pour moi aussi une envie de pouvoir recruter une femme sur ce poste qui est toujours masculin. Et comme moi aussi j'occupe un poste de responsable maintenance et dans mon entreprise je suis la seule également, je trouvais que le défi était intéressant. Donc son intégration s'est très très bien passée. Les compétences techniques qu'elle n'avait pas à la base, elle a réussi à les acquérir rapidement. Donc c'était une intégration très positive. Mais le seul problème qui persistait, c'était par rapport au port de ces charges-là, parce que la manipulation des socles et des poteaux, elle ne pouvait pas le réaliser en autonomie. Et rapidement, elle a commencé à ressentir des douleurs. Surtout en fin de semaine, en fait, au bout de la semaine de travail, a commencé à ressentir des douleurs qu'elle n'avait pas auparavant. Donc ça a fait que nous on a dû se poser les bonnes questions et travailler sur ce sujet-là. Donc au début on a commencé par leur faire passer des formations gestes et postures qui étaient adaptées à leur métier. Ensuite, on a travaillé aussi sur ce poteau provisoire. Donc, on a conçu un nouveau modèle avec l'équipe, donc qui était plus léger, structure plus légère et avec un socle plus léger. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que ces poteaux plus légers, dans des communes où il y avait moins de bâtiments, donc plus de vent, ils se retrouvaient au sol. Que sur des secteurs, on a des communes, des secteurs vandalisés où en fait ils étaient mis à terre. Et donc, en fait, même si ça a été une partie de la solution, on était contraint d'utiliser nos anciens poteaux plus lourds et nos anciens socles. Donc, il a fallu chercher des solutions. Donc, on a regardé avec le chef d'équipe un peu tout ce qui existait et on est tombé sur l'idée de l'exosquelette. Et on a commencé à contacter différentes entreprises pour voir s'il n'y en avait pas un existant qui était adapté à nos besoins. Et on est tombé donc sur l'entreprise Japé Médical, et qui nous a présenté le produit. Il y a eu tout un circuit de validation au sein de Keolis, qui était le médecin du travail,
l'ingénieur sécurité, et puis l'entreprise s'est déplacée pour nous montrer son produit. Et donc, il y a eu des tests au niveau de l'équipe, voilà, testés avec et sans. Et donc, ça a séduit tout le monde, que ce soit la médecine du travail, le service sécurité et l'équipe. Donc, retour très, très positif. Et on a donc fin décembre acheté le premier exosquelette. Donc là, ça fait 2 mois qu'il est en test, et c'est la salariée Edmond et un de ses collègues qui le testent. Et les retours sont formidables, hein. Enfin voilà, ils sentent sur les 2 testeurs, donc ils sentent l'effet bénéfique immédiat, donc ça aide à réaliser le travail. Et Edmond, comme vous le voyez sur les photos, réalise son travail en autonomie. Et puis voilà, il y a plus cette problématique de douleur. Et donc là, actuellement, on attend la fin de cette période de test pour pouvoir rendre son utilisation possible au reste de l'équipe, qui, comme ils l'ont testé, ils veulent aussi l'avoir. Et là, en ce moment, donc ils me parlent d'en avoir un deuxième, comme des fois ils sont plusieurs à aller poser ces poteaux provisoires. Donc c'était vraiment l'exosquelette en fait a permis de montrer que même si c'était un métier typiquement masculin, en fait, avec les bons outils, les bonnes adaptations, voilà, c'est un métier qui est fait aussi pour les femmes. Merci Coralie et bravo, parce que c'est une démarche dont on voit à la fois qui est très volontaire et qui est, je veux dire, très structurée dans dans la façon dont vous avez approché la question, dont vous avez voulu d'abord répondre finalement et compenser un problème d'inaptitude qui avait été vécu par ailleurs, et donc vous avez accueilli cette collaboratrice dans votre équipe, et on voit bien la qualité de cette structure. Anaïs, comment vous de l'autre côté, puisque vous êtes intervenu, je dirais que une fois finalement qu'une première partie d'analyse et d'expression du besoin avait été faite. Merci Coralie, c'est une grande clarté, hein. Anaïs, à vous. Ouais. Alors oui, nous quand on a été contacté par Ilevia, la première problématique c'était de bien comprendre l'activité et les aménagements qui avaient déjà été faits sur le poste. Effectivement, on a parlé Coraline a parlé de l'aménagement ou de nouveaux poteaux, de nouveaux supports, mais il y avait aussi d'autres choses qui avaient été faites avec la mise d'un haillon ou d'un passe-bordure pour éviter de soulever continuellement aussi ces poids qui sont très lourds. Donc il y avait une vraie démarche globale qui avait été réalisée en amont, et on venait chercher en fait une solution d'assistance physique de type exosquelette pour venir en fait épauler sur les contraintes résiduelles qui existaient sur l'activité et qui pour nous étaient primordiales. Ce qu'on a trouvé intéressant aussi, c'est effectivement c'est un métier qui dans l'imaginaire collectif est un métier très stéréotypé, masculinisé, parce que avec des charges lourdes, et bien que moi-même je batte contre ce type de stéréotypes, effectivement, quand je suis arrivée et que j'ai rencontré Edmond qui réalisait l'activité, au début, je pensais pas qu'elle faisait partie de l'équipe des opérateurs TRIS qui réalisaient la tâche. La démarche, elle est intéressante, c'est qu'on a décidé de pas équiper seulement Edmond, mais que l'exosquelette, il était destiné à réduire les contraintes physiques, les contraintes lombaires pour l'ensemble des opérateurs. Alors forcément, Edmond était davantage volontaire pour intégrer la solution dès sa mise en place, parce que le métier étant physiquement contraignant, elle expérimentait de la fatigue, des douleurs lombaires dues au port de charge. Mais on n'a pas stigmatisé que sur la femme de l'équipe. Bien au contraire, on s'est dit, l'idée c'est que l'outil demain puisse être utilisé par tous, mais qu'on puisse concevoir que ce métier, qui est en fait un métier très masculinisé, soit demain un métier que toutes les femmes pourraient se voir faire, parce qu'il y a des solutions qui peuvent exister pour les aider en fait à les rendre moins pénibles. Et en fait, c'est ce qu'on voit aussi avec le témoignage de Maëva qui était juste avant. C'est on a tendance à penser que les aides-soignantes c'est très féminin, et les métiers de l'industrie, du transport, de la logistique, les métiers opérationnels sont des métiers très masculins. Mais au final, on se rend compte que les contraintes dans des métiers féminins, ils existent.
mais que les femmes sont autant capables de réaliser des métiers type masculin qui ont aussi des fortes contraintes lombaires. Donc ces femmes montrent bien que ces métiers peuvent être réalisés par tous, si tant est que la structure et les outils adéquats pour réduire la pénibilité sur ces contraintes physiques. Merci vraiment, ces deux exemples. Typiquement, vous avez raison, de choses qui, et dans l'imaginaire et dans la culture classique, en tout cas française, occidentale, et effectivement sont des jobs considérés comme des jobs de mecs. Alors, il n'est pas là maintenant, mais on va essayer de le coincer, j'allais dire, pour le prochain en présentiel, quand on sera à Préventica, et on espère que vous allez pouvoir venir. Je pensais à Robin Chevalet, qui a une activité il y a une activité logistique, et une activité logistique notamment tout à fait importante dans les pays de l'Est, et j'allais dire que traditionnellement, les gens qui revenaient des pays de l'Est et de l'Union soviétique, on avait, moi j'étais sidéré quand j'étais enfant et que j'entendais ça, où on avait des femmes qui conduisaient, alors des bus maintenant c'est classique, mais des grues qu'on trouvait sur les chantiers et autres, et la question qu'on pourrait lui poser, je ne sais pas si Romain vous arrivez à interagir ou pas, ou sinon ce sera une autre fois, mais si justement dans ces pays de culture, j'allais dire anciennement soviétique, et avec quand même 40-50 ans ou un peu plus de cette expérience-là, est-ce qu'il y a justement cette distinction des métiers existe encore, ou est-ce que c'est peut-être plus facile? Parce qu'on voit bien à quel point, à la fois dans ce que disait Nicolas tout à l'heure, et dans ce que vous soulignez là, je veux dire, la dimension de dépasser cette espèce de perception culturelle a priori est importante et forte, et vient de la volonté. Moi, je veux dire, ce que je trouve génial dans les deux exemples qu'on vient d'avoir, à la fois Maëva, c'est ce job qu'elle voulait faire, et voilà, elle en avait vu d'autres, elle voulait, c'était celui-là qu'elle voulait, et elle n'en voulait pas un autre. Et là, de la même façon, on voit, Coraline, que vous, c'est votre engagement, j'allais dire, personnel à vous, j'allais dire comme manager, finalement, idem dans un univers plutôt mec, qui avait voulu, tenu et aidé votre Edmond dont vous parlez là maintenant pour développer ça. Je dirais que bravo et bravo à ça. On va reprendre, si vous voulez bien, le débat ensuite, mais donc ce qu'on a bien vu, c'est à quel point ce que vous dites là, le sens du terrain est tout à fait important. C'est d'ailleurs d'analyser finalement les jobs, et non seulement l'analyse, j'allais dire, intellectuelle du job, mais l'analyse concrète. Je veux dire, ce que vous montrez, effectivement, ce qu'est la difficulté des transports, et notamment des transports urbains et de tout type de transport, c'est que l'environnement, j'allais dire l'environnement local interagit constamment, alors avec les crises que ça peut susciter ou les difficultés qu'il peut y avoir qui soient effectivement des dégradations ou autres, et que vos intervenants, votre Edmond et je pense ses équipiers de la même façon, ont à intervenir finalement dans des univers constamment incertains. Parce qu'il y a bien sûr, on sait où sont les postes et les trucs et autres, mais il peut se passer plein de trucs. Il peut se passer plein de choses, et c'est peut-être aussi une question qu'on aura à voir tout à l'heure, c'est comment on peut encaisser, j'allais dire, l'incertain en plus quand on a un exosquelette sur le dos. Alors merci à vous et à toutes les deux. On va passer, si vous voulez bien, à un deuxième exemple. Alors j'espère que, merci à vous Nicolas, on revient et on reprend le micro tout à l'heure. Donc on va demander peut-être à Maëva Cavandé et à Elsa Martin, elles, de bien vouloir se brancher, si elles veulent bien, donc à la fois brancher et leur micro et leur caméra pour qu'on puisse les voir. Et donc l'exemple de Gascogne, et plus particulièrement, je crois que c'est à côté de Mirande. Merci à toutes les deux, merci à Maëva et Elsa d'être là. Donc à côté de Mirande, vous nous emmenez là dans une activité d'une coopérative agricole, et plus particulièrement, je crois, c'est une coopérative céréalière, c'est ça, c'est Gasco, et qui est une filiale aussi d'une autre activité, d'une structure qui s'appelle Gersicop, c'est ça, donc dans le Gers comme son nom l'indique. Et Maëva, si vous pouviez peut-être un peu nous dire votre histoire, parce que comme vous le voyez à la fois sur la vidéo et sur la photo, Maëva est quelqu'un de tout à fait jeune, mais vous avez quand même déjà derrière vous un cursus,
d'avoir essayé plusieurs types de jobs, et puis finalement vous vouliez vraiment rentrer dans cette activité, et surtout dans cette structure. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous raconter un petit peu la chose, et comment et pourquoi est venu l'exosquelette, et comment est arrivé, si on peut dire, Zorro HMT, Zorro Elsa, avec sa solution. Alors à vous Maëva, si vous voulez bien. Alors j'ai fait un bac pro logistique et transport. Après je suis partie en tant qu'aide-soignante à maison de retraite. Après j'en ai eu marre du boulot, les conditions de travail. Et du coup j'ai postulé chez Gasco et j'ai été prise. Ça fait maintenant 3 ans et demi que j'y suis. Et j'avais des douleurs au dos, du coup j'ai fait remonter à mes supérieurs que j'avais mal au dos. Et du coup on m'a proposé un exosquelette, je savais pas du tout ce que c'était. Et du coup j'en ai vu un collègue à Elsa m'en a présenté un, et après j'ai dit oui, pourquoi pas. Du coup j'en ai essayé plusieurs pour voir, pour que ça fasse vraiment pour le dos, pour mes douleurs. Et au final, maintenant j'ai le définitif, et depuis j'ai plus du tout mal au dos en exerçant mon boulot. Donc en gros c'est une année, si je peux me permettre, ça fait un peu plus d'1 an, c'est ça que vous utilisez l'exosquelette. Et ce que vous me disiez aussi, c'est que vous aviez vraiment envie de faire cette activité, et à un moment, j'allais dire, avant de rencontrer que votre collègue ou que et Elsa et l'équipe d'Elsa n'arrivent pour vous proposer la solution, vous en étiez quasiment désespéré, à vous dire bon, il va falloir que je change de job, c'est ça? Oui, parce que suite aux douleurs de dos, je me disais je peux pas continuer un boulot physique et avec du poids, sachant que j'ai déjà mal au dos. Alors du coup, mes supérieurs, vu que je leur en ai parlé, ils ont fait le nécessaire pour que je puisse rester et ne plus avoir mal au dos pour le coup. D'accord, merci à vous. Elsa, de votre côté, est-ce que vous pouvez compléter un petit peu ce qu'est le témoignage de l'Elsa, et comment à la fois votre entreprise et puis vous, ensuite vous êtes arrivé, si je peux me permettre, là-dessus, voilà. Oui, exactement. En fait, Gasco est venu vers nous parce que justement, ils avaient des problématiques de santé et ils recherchaient notamment des solutions pour Maëva, qui était la seule femme sur le site dans le Gers, et qui avait des problématiques de dos. En fait, c'est pas moi, c'est mon collègue Antoine Rigolet qui est intervenu et qui a du coup d'abord fait un diagnostic ergonomique pour justement comprendre un peu les problématiques de l'activité, les ressources aussi, et chercher des solutions vraiment qui puissent être pérennes dans le temps et soulager Maëva. Et en fait, suite à ce diag, plusieurs pistes d'amélioration ont été vues et faites et mises en place sur le site. Et c'est là qu'on a décidé du coup de concevoir un exosquelette avec Maëva, parce que justement on n'avait pas d'exosquelette qui répondait à ces contraintes, aux contraintes de cette activité. Du coup, on a décidé justement de concevoir, de faire un cahier des charges en s'appuyant aussi sur Maëva, et le fait qu'elle soit une femme, de pouvoir prendre en considération des contraintes aussi physiques ou des contraintes physiques avec Maëva. Du coup, voilà comment le projet s'est déroulé. C'était un projet qui était assez long. On a eu plusieurs prototypes. Et plusieurs prototypes qui justement répondaient pas aux contraintes forcément de l'activité et de la morphologie d'une femme. Et du coup, ça a été beaucoup de réflexion pour arriver à quelque chose d'acceptable et qui soulage Maëva. Oui, donc finalement, il y a un peu une double démarche. D'une part, ça a été le besoin qui a été exprimé par l'entreprise, j'imagine par les RH ou par le manager de Maëva. Donc c'est comme ça que votre entreprise, que HMT est arrivé. Et en même temps là, vous avez, en fait, si je comprends bien, vous avez testé différentes solutions qui ne sont avérées pas satisfaisantes, et donc vous avez été amené à développer à la fois un produit, un prototype directement, c'est ça? C'est ça, du coup, suite au diag, il y a plusieurs transformations qui ont été faites, plusieurs axes d'amélioration qui ont été travaillés, aussi bien organisationnels que matériels.
Et en parallèle, on a décidé de concevoir du coup un exosquelette pour répondre à cette problématique d'activité. Alors voilà, je vois une question de Christine Huissimon, merci Dr Christine Huissimon, qui dit est-ce que effectivement vous pourriez décrire un peu peut-être le poste, le type d'activité que Maëva a remplir. Donc ce que vous disiez, c'est qu'elle était finalement la seule femme dans l'équipe, la seule fille dans l'équipe. Donc Elsa, vous voulez bien, vous Maëva, dire un peu ce que sont les activités propres de votre job? On prépare des commandes pour des magasins et il y a des sacs de 5 à 25 kilos et on monte des palettes. Du coup, quand il faut prendre un sac qui est tout en bas et le monter tout en haut de la palette, l'exosquelette me permet de m'aider à me relever, à me redresser le dos et sans me forcer dessus. Exactement. J'ai mis 2 photos là. Est-ce que ça représente bien ce que votre activité, Elsa, si vous pouvez repréciser peut-être, comme ergonome, oui. Puisque vous êtes ergonome? Du coup, c'est une activité de préparateur de commandes où en fait Maëva prépare justement les commandes avec une forte activité avec beaucoup de marches, beaucoup de déplacements, du port de charge et un port de charge qui est variable en fait, à la fois au niveau du poids et voilà, ça peut être des cartons, des saches, donc plus ou moins flexibles. Et c'est vraiment une activité de port de charge avec notamment une flexion du tronc et de marche. D'accord, donc c'est surtout des ports de charge. Maëva, c'est ça. Et quand vous aviez mal au dos, vous aviez identifié la source des gestes, par exemple, ou des tâches plus particulières c'est le port de charge, c'est ça? Oui, après on nous dit qu'il faut fléchir les genoux, sauf que on le fait toute la journée, donc on peut pas le faire. On peut pas se fléchir tout le temps les genoux et se relever le dos droit. Avec les conditions de travail, ça marche pas. Du coup, l'exosquelette aide beaucoup et du coup. Donc Merci. Donc vous aviez vraiment besoin d'une aide. Alors on va revenir peut-être, si vous voulez bien, un petit peu après sur les développements, parce que moi ce que j'ai noté, ce que j'avais pas compris là, Elsa, quand on avait discuté, c'est qu'en fait vous avez été vraiment amené à développer, à concevoir et à développer en l'adaptant complètement à la fois une problématique, j'allais dire d'une morphologie féminine et en même temps d'un type de tâche, à développer l'exosquelette que vous avez développé. Donc bravo pour ça. Et si vous voulez bien. Et ce que je vous propose là maintenant, c'est qu'avant d'engager le débat, on voit finalement, avec le recul que vous nous avez déjà donné, hein, merci Coraline, mais avec le recul que vous nous avez donné, ce que sont les enjeux, j'allais dire les questions un peu HSE, de coordination de santé et autres, et de sécurité avec vous, Marjorie. Donc Marjorie, vous avez une fonction à Marjorie où j'étais en train d'expliquer votre fonction que vous allez expliquer beaucoup mieux que moi, et donc la question pour vous c'était là aussi en 3-4 minutes, c'était comment avec à la fois l'expérience que vous avez et en même temps la diversité finalement que vous nous aviez sous d'autres cieux bien expliqué, qui est la diversité des entités finalement d'Elior France que vous cornaquez. Comment se pose justement la question finalement de la santé-sécurité pour les femmes au regard des tâches qui sont redevables justiciables d'exosquelettes, puisque là aussi c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et donc j'affiche un certain nombre là de visuels qui montrent quelques-unes des tâches exécutées, développées par vos équipes, et aussi un truc, mais là il se trouve que c'est un homme qui porte un exosquelette. Alors à vous la parole, Marjorie, si vous voulez bien.
Merci Anne-Marie. Effectivement, Elior assure une prestation de restauration collective sur dans différents milieux, hein, que cela soit du médico-social, des EHPAD, des IME, mais également sur des entreprises qui peuvent être aussi des industries ou des grosses administrations. On a aussi tout un secteur sanitaire qui correspond aux cliniques principalement, et puis du scolaire classiquement et du pénitentiaire. Et effectivement, aujourd'hui, on a une culture sécurité qui était un peu moins développée. Hein. Ce sont des courants qui sont arrivés récemment, 20-25 ans, et ça commence à prendre une ampleur, cette considération de sécurité pour les personnels. Donc, on avait un métier qui était essentiellement manuel, qui a vu des évolutions techniques, mais qui reste foncièrement encore aujourd'hui manuel. L'enjeu que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est essentiellement un enjeu humain, c'est de préserver la santé évidemment des collaborateurs, mais aussi de pouvoir garder les compétences, de pouvoir les transmettre. Et moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui dans cette UX Forum, c'était comme tous, aujourd'hui, on a une volonté de mixité des emplois, et que le frein physique ne doit pas en être un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'un homme est censé être plus fort qu'une femme qu'il doit porter plus qu'une femme. Donc, on est vraiment sur un enjeu de mixité, même si on sait que physiologiquement, les femmes ont quelques sensibilités qui sont différentes au niveau des articulations. Hein, ça, c'est un fait dont il faut tenir compte. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir recruter, c'est de pouvoir conserver des compétences, c'est de pouvoir les transmettre, c'est de pouvoir apporter cette mixité qui est réellement importante pour l'équilibre des forces, l'équilibre des atouts, l'équilibre des équipes, et d'aller plus loin et de trouver donc des exosquelettes qui peuvent être adaptés. Quelques personnes ont surtout mis un frein au niveau du poids, et j'ai mis un commentaire tout à l'heure, et je ne sais pas si beaucoup l'ont vu, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un problème de poids à porter pour être équipé d'un exosquelette. La simple répétition d'une charge ou d'une contrainte structurelle, hein, puisque nous, effectivement, on est prestataire extérieur et on subit cette contrainte structurelle, nous ne sommes pas propriétaires des locaux, peut amener à équiper un collaborateur pour lui éviter une maladie professionnelle, ne serait-ce que sur la chaîne du bras ou du dos, d'un exosquelette. C'est-à-dire qu'on fait un aménagement de poste, mais on doit prendre en charge cette dimension-là également. D'accord. J'aimerais justement demander sur un petit peu devant toutes ces questions, comment toi, Benoît, tu as vu les choses évoluer, j'allais dire, depuis le début. J'ai ma première conversation, je crois qu'elle doit dater avec toi, elle doit dater d'octobre 2018, tu vois, ou septembre, c'était juste à... D'accord, oui, mais finalement vous mettez aussi sur le biais et de la finalité, c'est pas qu'un biais, sur l'axe de la finalité et de la réalité finalement d'une vraie égalité entre hommes et femmes notamment sur le port de charge, et puis vous mettez aussi l'accent beaucoup sur la prévention, et en disant bon, c'est bien effectivement de faire appel à exosquelette à la fois quand on a eu une douleur constatée, mais même avant, mais de le faire de façon antérieure, avant même et hors port de charge lourde. Donc ça, c'est tout à fait bien intéressant. Si vous voulez bien, on reprendra cette discussion un petit peu plus tard. Et là, après l'été, et donc c'est le moment où j'ai commencé à connaître ça. Comment tu as vu les choses, et justement cette question, toi qui es à la fois concepteur, innovateur, j'allais dire dans l'âme, puisque tu as dirigé des pôles d'innovation je crois que c'était dans ton ouest maintenant d'attache actuellement. Comment tu as vu les choses évoluer sur tous ces points-là? Benoît, c'est à toi. Alors justement, effectivement, il y a plusieurs points super intéressants qui ont été évoqués, à la fois sur le problème des aspects morphologiques, j'y reviendrai très rapidement, et sur les aspects de la charge, hein, que portent les personnes, et sur les aspects de féminisation de certains métiers qui sont dits masculins. Juste une petite
valeurs, 2/3 des emplois en France ne sont pas mixtes, hein, c'est-à-dire sont très majoritairement réalisés par des hommes ou par des femmes. Mais 2/3 des métiers, c'est impressionnant, hein, quand j'ai eu cette statistique. Oui, j'avais pas ça. Oui. Et donc, ça veut dire que, alors, 50% de la population à peu près est masculine et 50% féminine. Et là-dedans, plein de métiers sont dédiés aux femmes. Donc, pour ce qu'on a vu évoluer, nous, c'est quasiment une des premières choses qu'on a vues sur un des premiers exosquelettes qu'on a intégré, qui était l'exosquelette de Skelex pour les bras levés. C'est que l'adaptation de cet exosquelette aux morphologies féminines était pas bien. Hein, pas bien pensé. Pourquoi? Parce que, soyons humbles, c'est assez difficile pour un homme de concevoir en se mettant dans la peau d'une femme et dans le corps d'une femme. Et donc de le concevoir comme ça. Or, aujourd'hui, et heureusement qu'on a des exemples comme celui d'Anaïs ou chez HMT, la conception des exosquelettes a été faite essentiellement par des ingénieurs hommes. Et moi, une des premières choses qu'on a fait chez GoBio à l'époque, c'est d'embaucher une thésarde, Aurélie Moyon, à qui on a demandé, qui faisait une thèse en ergonomie et design, et à qui on a demandé de regarder tous les problèmes d'ergonomie, alors pas spécialement pour les femmes, hein, mais des premiers exosquelettes que l'on intégrait. Et elle a très vite avancé sur le domaine de l'exosquelette de Skelex pour faire tout un tas de proposer aux fabricants, hein, parce que c'est pas nous qui le concevions, des évolutions pour tout bêtement, on en parlait tout à l'heure, les problèmes de la poitrine, pour que la sangle pectorale soit réglable en hauteur, pour qu'elle puisse être positionnée au confort de la personne. Les morphologies féminines sont beaucoup plus variées que les morphologies masculines. On a eu un autre exemple que j'ai déjà cité sur un UX forum, mais à la blanchisserie de l'hôpital universitaire de Genève. Cette blanchisserie est tenue essentiellement pour l'accrochage des habits sur des cintres par des femmes qui sont essentiellement des femmes du sud de l'Europe, d'Italie et du Portugal. La plus grande, quand j'y suis allé, mesurait 1,60 m. Or, les exosquelettes qu'on avait de Skelex avaient été faits non seulement par des hommes, mais par des Hollandais, c'est-à-dire qu'1,70 m, c'est petit. Et donc, je les ai fait venir, et puis ils ont conçu, du coup, une deuxième version de l'exosquelette pour la taille, pour les petites tailles. Donc là, il y a vraiment cette prise de conscience, et on l'a vu avec l'intervention de HMT, du fait que il faut aussi se mettre dans le corps des femmes, et donc plus on aura de conceptrices, plus ces aspects-là seront tenus. Sur le port de charge. Merci Benoît. Encore 30 secondes et après, pardon, il faudra que je te coupe la chic, excuse-moi. T'as raison. Sur le port de charge, nous on a un exemple très très clair aussi, c'est le métier de peintre. De plus en plus de femmes se mettent à ce métier-là. Or, il y a une des actions qui est compliquée dans les équipes, c'est le ponçage et la peinture d'un plafond sur lequel on porte ce qu'on appelle une girafe, qui est un dispositif qui pèse pas très très lourd, mais quand même 7-8 kilos et qu'il faut tenir les bras en l'air. Eh ben, on a plusieurs exemples où les femmes ne faisaient pas cette action-là parce qu'elle était trop pénible physiquement, en tout cas des femmes menues, hein, parce qu'on parle de ça, mais il y a aussi des femmes costauds comme il y a des hommes gringalets. Hein. Et avec le dispositif, elles reviennent à égalité de tâches, hein, pas à égalité en soi, à égalité de tâches, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire tout le travail que font aussi les hommes. Et donc ça, c'est plutôt pour la féminisation, l'accompagnement à la féminisation de certains métiers. Voilà pour cette partie-là. Merci Benoît de la très grande clarté des choses. Et là aussi, même chemin que celui qu'indiquait Marjorie tout à l'heure, on va vers plus d'égalité, quelles que soient les morphologies d'origine. Il y en a une qui doit piaffer, Marianne, je ne sais pas si vous êtes là, mais Marianne Grangeret, parce qu'avec elle aussi on a beaucoup discuté pour l'organisation de ce forum. Elle est, je veux dire, moi je me souviens de vous, et d'ailleurs c'est Lionel qui m'a
m'a parlé de vous la première et m'a dit mais c'était une fille qui était, je crois, je sais pas si vous étiez de Thésarde, parce que vous étiez à l'époque, vous étiez encore étudiante et vous étiez donc vous voilà, vous étiez stagiaire exactement chez quelqu'un en Pontal, non, et dont je trouve que il n'a pas eu raison de ne pas vous garder, mais vous avez eu raison de monter Motel. Et voilà comment j'allais dire, enfin vous comme ergonome, vous êtes maintenant directrice des opérations chez Motel Technologies. On sait donc vous adapter, vous intégrer, et surtout donc vous évaluer, puisque le métier de Motel est finalement d'un certain côté d'objectiver le diagnostic qu'on peut poser sur un certain nombre à la fois de tâches, de procédures, mais aussi d'équipements. Voilà, quel regard et quelle expérience vous avez vous sur ces questions? Donc ouais, nous en effet, on intervient après finalement la conception des exosquelettes, donc vraiment sur la partie purement opérationnelle, intégration, évaluation de ces dispositifs-là. Déjà, la chose positive que je peux dire pour débuter, c'est qu'effectivement les conceptions, enfin les exosquelettes en eux-mêmes, ont beaucoup évolué j'ai commencé à parler exosquelettes en 2018-2019. Entre 2018-2019 et maintenant, on est quand même sur des dispositifs qui sont un peu plus mixtes, même si on rencontre encore de grosses difficultés à adapter ces dispositifs à des femmes, notamment, comme l'a dit Benoît, aux femmes qui ont des morphologies très différentes. On parle de poitrine, on parle de hanches, on parle aussi de taille, mais aussi de poids finalement, de taille du tronc, de taille de jambes qui sont complètement parfois différentes. Et nous, de ce qu'on voit, c'est que finalement, la conception de l'exosquelette va souvent avoir un impact direct sur son acceptation par les utilisatrices. C'est sûr que si un exosquelette est trop lourd, pas assez confortable, qui procure aussi parfois trop d'assistance, derrière l'exosquelette ne va pas être accepté parce que tout simplement il sera pas convenable finalement pour ces femmes-là. Et après il y a quelque chose aussi d'assez intéressant que je voulais aborder, c'est le côté un peu social finalement, c'est-à-dire que l'intégration d'un exosquelette va pas avoir les mêmes conséquences dans un groupe de femmes que dans un groupe d'hommes. Les réactions vont pas être les mêmes, la perception du corps des femmes n'est pas la même que celle des hommes, la perception de l'exosquelette sur une collègue n'est pas la même que la perception d'un exosquelette sur un collègue, et ça, à date, je sais pas si on a beaucoup de recul là-dessus, globalement, sur des collectifs essentiellement féminins. Et enfin, la dernière chose, c'est que en termes juste d'évaluation des effets des exosquelettes, tout ce qui a été fait d'un point de vue scientifique est essentiellement fait aujourd'hui sur des cohortes masculines. Donc il y a énormément d'évaluations d'exosquelettes qui sont faites sur 10, 20, si on est chanceux, 50 hommes. J'ai trouvé, récemment, j'ai fait une revue de littérature là sur les effets des exosquelettes sur les opérateurs au travail. Et en fait, j'ai trouvé une seule étude qui intègre 10 femmes, 10 hommes. Donc une seule étude paritaire sur la totalité des études qui sont sorties entre j'ai mis 2019 et 2022 globalement. Et donc rien que ça, en fait, on a une idée évidemment des effets des exosquelettes sur les femmes, mais je suis sûre qu'il est différent de celui des hommes globalement. Donc il y a encore des trous dans la raquette d'un point de vue de compréhension de l'effet de l'exosquelette dans son ensemble, autant sur le physique que sur le collectif, que sur même l'activité d'un point de vue purement féminin. Et ça, je vous coupe pour vous laisser reprendre votre... Marianne, si vous voulez bien. On avait une réponse tout à l'heure de Romain Chevalet, donc qui me disait qu'il ne pouvait pas nous voir et qu'il ne pouvait pas nous répondre, mais qui répondait sur le chat, puisque je sais donc ils ont une expérience finalement assez importante dans les pays de l'Est, et il me disait qu'effectivement, là il citait, je crois que c'était le cas de la Pologne et de la Russie, et où systématiquement, alors c'est pour ça qu'il faudrait peut-être regarder, alors les études en russe, ça doit être un peu plus difficile d'accès, ça je suis d'accord avec vous, mais enfin maintenant, les trades c'est pas mal, mais où effectivement, comme on a plus historiquement, hein, parce que depuis ça fait quand même un siècle, 1917, la révolution en Russie, et donc on a, nous dit-il, une meilleure parité des métiers de l'entrepôt et des métiers logistiques. Je fais une parenthèse de ce côté-là parce qu'on va continuer, donc, comme vous savez, à la fois sur femmes et exosquelettes, mais aussi au futur, et cette fois-ci dans 6 mois, sur femmes et logistique,
parce que là aussi, encore une fois, comme vous le disiez, sont des métiers qui sont essentiellement masculins. Est-ce qu'on a donc on aura vraiment besoin de vous et de vous toutes et de vous tous là-dessus. Est-ce qu'on a des études? Voilà, ça c'est effectivement bien la question. Donc voilà, vous Marianne, c'est ce que vous avez vu, et notamment sur les piges de ce côté-là, de ce que vous avez vu justement. Alors, on va passer la parole tout de suite après à Elsa Martin, donc HMT, qui elle, donc alors vous êtes arrivé plus récemment là-dessus, mais sur cette fois-ci plus la féminisation justement des métiers de concepteurs. Donc ce que disait Benoît tout à l'heure en disant l'une des premières choses qu'on a fait, ça a été de recruter une stagiaire ou une doctorante de ce côté-là pour regarder ces questions. Peut-être Elsa, si vous êtes là, et puis on reprendra la discussion avec tout le monde ensuite, si vous voulez bien nous dire vous un peu quand vous êtes arrivé à HMT, et puis là on avait le cas là, bien intéressant de Maëva, et le fait que finalement pour répondre à ce besoin spécifique vous avez été amené à concevoir un exosquelette et à prototyper finalement, peut-être à le développer ensuite systématiquement. Comment vous voyez les choses, Elsa? C'est vrai que pour rebondir sur les propos de Benoît, c'est pas forcément évident pour des ingénieurs hommes de concevoir et finalement de réfléchir à des problématiques plutôt féminines. Et pour le coup, chez HMT, avant, les services étaient essentiellement masculins par manque de... Donc vous êtes la première fille et en à fait, être arrivée chez HMT? Bravo. On a grandi notre service au textile et on a recruté des couturières et elles nous ont beaucoup aidé justement pour la conception des exos et réfléchir justement, d'échanger. Et elles nous ont apporté une réflexion qu'avaient pas forcément les ingénieurs, et le fait de réfléchir à plusieurs et notamment de différents sexes sur l'exosquelette et sa conception, ça a été vraiment intéressant et enrichissant, et ce qui a permis justement de trouver une solution pour Maëva qui répondait à la fois à ses problématiques métiers et à ses gabarits, parce que c'est vrai que souvent, notamment auparavant, les exosquelettes étaient conçus sur un physique homme moyen, mais ça pose la question des femmes et quel est le physique femme moyenne. Donc ça pose énormément de questions, et c'est justement pour ça que c'est intéressant d'y réfléchir et d'ouvrir le débat. Merci, merci de tout ça. Alors, Anaïs, si vous voulez bien, on revient à vous sur maintenant vous avec là aussi. Moi, quand j'ai rencontré Chapelle, j'allais dire que je ne vais pas dire qu'Antoine était tout petit parce qu'il était déjà très très grand, et que on ne connaît pas Antoine Noël, donc qui est l'un des fondateurs globalement de Chapelle, mais il démarrait, ça devait être en 2019, c'est ça. Donc vous n'étiez pas encore dans ce bain-là, mais voilà, vous, comme quand vous êtes arrivé chez Japet, et donc avec à la fois les préoccupations et votre expérience à vous, voilà, comment vous voyez les choses, et par rapport au descriptif à ce qui vient d'être fait, comment vous voyez les choses? Alors, nous, on est une entreprise qui a un peu rapidement cassé les codes des stéréotypes dans la robotique et l'exosquelette, puisqu'on a quasiment toujours été 60% de femmes pour 40% d'hommes chez Japet. Donc, on a toujours été une entreprise industrielle qui avec beaucoup de femmes, et ce qui fait que rapidement, on a pris en compte en fait la femme dans la conception de l'exosquelette, aussi parce que l'une de nos designers produits et cofondatrice, donc Amélie, est une femme. Donc, dès la conception de l'exosquelette, on a travaillé, nous, avec l'IFTH, qui est l'Institut français du textile et de l'habillement. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont un centre... Dans le Nord, parce que vous êtes nordiste. C'est ça. Parce qu'ils ont en fait un centre technique industriel, qui en fait a des enregistrements nationaux sur des morphologies, donc femmes et hommes, et en fait ils nous ont aidés à avoir des typologies de mensuration femmes et hommes, nous permettant de développer un exosquelette qui puisse s'adapter
à la majorité de la population. Aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement dire qu'il n'y a aucun exosquelette qui permet de couvrir 100% de la population, puisqu'il y a toujours des morphologies très petites, très fines, ou alors très grandes et très corpulentes, où malheureusement les exosquelettes sont difficiles à mettre en place. Mais effectivement, en fait, la collaboration, elle est cherchée auprès de cet institut du textile et de l'habillement. Les morphologies féminines et masculines nous ont permis rapidement de développer des exosquelettes qui puissent être non genrés, tout simplement. Sur la partie intégration, au niveau des collaborateurs, de la même façon, en fait, on est allé tester sur le terrain nos exosquelettes sur une population qui était à la fois féminine et masculine. Et en fait, ce qu'on observe, un peu comme le disait Nicolas en tout début de présentation, c'est qu'effectivement, l'exosquelette chez les femmes est globalement mieux intégré, mieux perçu, parce qu'il y a moins cette image de faiblesse liée au port de l'exosquelette que pourraient avoir les hommes ou que peuvent avoir les hommes quand on doit leur amener une solution qui est là pour les épauler ou les préserver. Et voilà, ils ont tendance à se dire et j'ai pas besoin de ça, je suis fort, je suis musclé. C'est un peu l'aveu de faiblesse pour un homme, alors que les femmes finalement le voient plutôt comme une opportunité. Et du coup, ça s'intègre globalement mieux. Ça reste des généralités, hein. On a des hommes qui acceptent très très bien les exosquelettes et qui perçoivent un intérêt parce que ça va réduire leur pénibilité, leur fatigue ou leur douleur. Et des femmes qui vont au contraire pas du tout en vouloir pour pas être différents des hommes. Mais en fait, quand l'exosquelette est intégré justement dans une démarche non genrée chez des femmes et des hommes, à condition de prendre des volontaires, on a globalement une intégration qui est facilitée ou facilitante auprès de la population féminine. Et effectivement, hein, ce qu'on disait, c'est pour souligner un peu les chiffres de Benoît, hein, il y a 30% des métiers de l'industrie et 17% des métiers de la logistique qui sont occupés par des postes féminins. Et encore, ce sont majoritairement des fonctions support et pas des métiers opérationnels. Et si demain l'exosquelette et les solutions d'assistance physique peuvent aider à inverser cette tendance et à faire prendre conscience aux femmes qu'elles sont capables de faire ces métiers, parce qu'il y a des exemples très concrets qui ont été montrés aujourd'hui, et que ça soit pas uniquement sur une démarche genrée, je pense que c'est là où on aura gagné la bataille de l'égalité des genres au travail. Merci Anaïs, c'est très clair, effectivement, c'est ce qu'on reprend. Alors oui, dans les prochaines étapes, on a fin mai une prochaine étape, notamment là-dessus, encore une fois, en présentiel avec Préventica. D'ailleurs, par parenthèse, je remercie parce qu'ils m'ont fait confiance quand on a lancé nos premiers UX Forum exosquelettes, alors que tous nous prenaient pour des fous, finalement, voilà, ça, 4 ans après, ça marche. Et puis aussi, donc, spécifiquement sur les métiers de la logistique. Et, en tout cas, c'est bien intéressant. Je ne savais pas historiquement que dans la conception, vous étiez rapproché de ce fameux institut technique, hein, finalement, du textile et de l'habillement. C'est malin comme tout. C'est vraiment malin comme tout sur ce truc-là. Bravo. Écoutez, merci. On va continuer la discussion. On va la reprendre avec vous tous, si vous voulez bien. Et là maintenant, peut-être on pourrait regarder, et avant, alors j'annonce leurs interventions, hein, les questions spécifiques sur les femmes et alors là, on a deux invités, je dirais, qui ne sont pas du tout spécialistes des exosquelettes, qui sont l'une et l'autre expertes dans des genres tout à fait différents. Nathalie est universitaire, professeur associé maintenant, professeur de plein exercice sur des questions de physiothérapie, notamment de douleur. Elle nous avait fait il y a exactement un an, j'ai regardé, Nathalie, c'était en mars 2022. Alors cette fois-ci, c'était dans une réunion interne du cercle, une conférence tout à fait éblouissante justement sur les questions de douleur. La question qu'on va vous poser, ce sera justement et les femmes là-dedans, parce que si ma mémoire est exacte, à l'époque, on n'avait pas fait globalement les distinctions. Donc ça sera pour Nathalie.
Ensuite, on aura, si vous voulez bien, c'est là encore Juliette, Juliette Moreau, alors qui est, j'allais dire, moi je vous vois, vous me direz si je vous vois juste, hein, je vous vois avec à la fois trois grands piliers, l'une qui est innovation et innovation santé de façon tout à fait importante et avec un regard, j'allais dire large, puisque vous avez un passé, j'allais dire de grand cabinet qui vous a permis de voir les choses, j'allais dire à la fois en stratégie, en développement de l'innovation. Une autre chose donc très forte, d'autres tropismes très forts bien sûr sur tout ce qui est e-santé et santé et plus particulièrement sur la question du genre, cette fois-ci une approche genre avec à la fois, c'est pas l'objet d'en discuter là, mais des développements d'applications et de supports spécifiques via des applications sur les enjeux et les problématiques spécifiquement féminins de santé des femmes. Mais avant, alors j'ai pas ta photo Lionel, mais toi si t'es toujours là et tu nous entends juste peut-être une remarque avant qu'on lance justement ces deux questions, toi sur la façon dont tu as vu évoluer les choses, parce que toi aussi j'allais pas dire que tu es comme Benoît et moi, un peu canal historique là-dedans, mais voilà, encore plus d'ailleurs. Lionel, oui. t'es toujours là? Alors attends que personne ne sort. Oui, je suis toujours là. Vous m'entendez? Ouais, mais on t'entend, mais on ne te voit pas. Est-ce que tu pourrais mettre ta caméra? Ah, pardon. Est-ce que ça serait plus sympa pour le replay, si je peux me permettre? Oui. Voilà. C'est en cours, voilà. Donc effectivement, c'est un sujet qui mérite d'être pris en compte parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a des exos qui sont plus ou moins adaptés pour les femmes ou pour les hommes. Nous, quand on a conçu Shiva Exo, bah en fait on l'a fait essayer à une femme et puis bah elle avait des hanches un peu larges et une taille très fine et on s'est rendu compte bah, que la ceinture n'était pas adaptée. Donc on a dû travailler et trouver des solutions pour avoir qu'une seule ceinture adaptée à la fois aux femmes, à la fois aux hommes, ce qu'on a quand même globalement réussi avec la ceinture du Shiva Exo. Mais on n'a pas trop nous communiqué là-dessus parce que c'était pas l'objet. En revanche, les premiers qui ont vraiment communiqué là-dessus, c'est la société ROR avec l'exosquelette Apex, puisqu'effectivement là, ils ont donc c'est un harnais avec des élastiques qu'on a au niveau des fessiers et des manchons au niveau des cuisses. Et en fait, sur le harnais, effectivement, il y a un harnais qui est spécifique pour les femmes et un autre qui est spécifique pour les hommes. Et en fonction effectivement de la taille, on prend celui qui est adapté. Mais je pense effectivement que je parle beaucoup moi en ce moment de développer des exosquelettes centrés sur l'humain. L'humain, c'est avec un grand H, hein, c'est à la fois homme et femme. Et effectivement, les fabricants ont tout intérêt à trouver une alternative pour dire, bah voilà, ça c'est une version plus homme et ça c'est une version plus femme, parce que une solution homme n'est pas forcément adaptée à une femme et inversement pareil. Donc, si on veut avoir des solutions les plus pertinentes possibles, bah il faut pouvoir le faire. Alors la solution d'Apex, elle est intéressante hein, parce qu'il y a une seule partie à changer sur l'exosquelette. C'est pas deux exosquelettes différents. C'est juste une partie qui se remplace. Alors, est-ce que c'est une piste ou pas? Eux, ils ont fait comme ça. Donc ça, c'est à voir. Okay. Merci. Donc effectivement, alors avis aux concepteurs, et on voit bien l'intérêt d'avoir vraiment une vision binoculaire avec les deux genres. Alors, Nathalie, c'est à vous si vous voulez bien. Nathalie, vous nous avez écouté sur toutes ces questions d'exosquelette. Alors vous, quelle est votre approche? Peut-être si vous pouvez redire, parce que tout le monde n'a pas eu, hélas, mais on reprendra la chance de vous écouter comme on l'avait fait bien précisément l'an passé. Voilà, quelle est votre approche, d'une façon générale, sur ces questions de travail qui peuvent faire surgir des TMS et donc des douleurs? Et vous avez vu que le thème de la douleur, depuis le premier intervenant, donc depuis Nicolas, Maëva et autres, s'en sont fait l'écho, soit personnel, soit d'analyse qui ont été faites là-dessus. Nathalie, c'est à vous. Oui, mais merci pour ce partage très 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 intéressant. Donc mon expertise c'est la douleur. Alors par rapport aux douleurs chez les femmes, on voit toute une série de pathologies qui sont plus fréquentes chez les femmes. On parle de douleurs chroniques généralisées, de fibromyalgie, de troubles de la mâchoire. Dans la lombalgie, on est plus à 60-40%, alors qu'ailleurs, on est plus à 2 tiers, 1 tiers, donc 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes.
Et ce qu'il y a, c'est que au plus qu'on est en train d'examiner ces mécanismes de douleur, au plus qu'on se rend compte qu'il faut voir l'individu qui souffre et pas la pathologie. Et ça correspond tout à fait à ce que a été rapporté par entre autres, je pense que c'était Maëva par rapport à sa lombalgie. Il faut une approche tout à fait personnalisée. Et dans le contexte de la douleur, je pense que c'est vraiment très 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 important que ce soit la prise en charge médicamenteuse, le traitement par exercice ou l'exoskeleton. On peut vraiment adapter ça aux besoins de la personne, mais je pense que ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Quand il y a une douleur qui intervient avec le boulot, ne soyez pas fataliste, essayez de vous renseigner qui sont les spécialistes que vous pouvez contacter parce qu'il existe des choses pour diminuer la douleur. On l'a entendu déjà en début de présentation ce soir. Et dans les études que vous menez, que ce soit ou des cohortes, je ne sais pas si vous avez des cohortes ou autres, et qui sont liées, je dirais justement, vous avez, enfin, c'est passionnant ce que vous dites, et ce qu'on essaye de faire, c'est d'ailleurs vraiment une prise en compte de la personne et pas de la pathologie. Voilà. Comment vous faites et quels sont les développements que vous avez là? Et vous imaginez, pardon, mais c'est que quand j'ai fait appel à vous, c'était à la fois pour ça, pour avoir votre regard, mais aussi parce qu'on aimerait, si vous voulez, creuser cette question-là, avec les chiffres et les réalités, finalement, qu'ont évoqué vos prédécesseurs, vos oratrices et orateurs qui vous ont précédé. Comment vous envisagez, c'est peut-être pas une question pour tout de suite, c'est peut-être un truc qu'on reprendra, j'allais dire, ensuite, mais je pense qu'il y a vraiment du côté, alors, à la fois, bien sûr, il y a une finalité d'égalité, mais il y a surtout une finalité de prise en compte aussi du réel pour aider finalement ce monde du travail qui a tellement de mal à mieux fonctionner. Comment vous pourriez projeter un petit peu l'avenir de ce côté-là, Nathalie? Oui. Donc, on a certains chiffres qui nous disent qu'il y a une difficulté dans le diagnostic. Par exemple, un diagnostic de fibromyalgie met en moyenne 35 mois. La fibromyalgie, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la population active. Et en moyenne, ces personnes voient 4,5 médecins avant d'avoir un diagnostic. Donc, on est dans un délai beaucoup, beaucoup trop long. Et ça, c'est, je pense, là où nous intervenons, c'est essayer de former des médecins, mais aussi dans un contexte de santé, d'essayer de faire connaître ces connaissances par rapport à ces douleurs qui sont méconnues et donc très maltraitées, évidemment. Mais c'est parce que on a encore des professionnels de santé qui sont, on va dire, de la vieille école, qui n'ont pas eu cette notion de neurophysiologie de la douleur. L'importance de l'émotionnel, du psychosocial, du bien-être, du stress sont tous des facteurs qu'on connaît très très bien maintenant. Et je pense que on doit aller beaucoup plus vite à un diagnostic précis pour pouvoir aider la personne. Donc, on joue en même temps sur la prévention dans une population qui est la population active. Mais si vous avez mal pendant des années, on a entendu le premier témoignage, mais vous n'arrivez plus à travailler et vous êtes très vite dans un spirale de chronicité. Et ça, il faut vraiment arrêter. Et donc, au niveau recherche, on essaye de voir tous les facteurs contribuants qui expliquent cette chronicité et en même temps tout ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter le passage à la chronicité. Donc ça, c'est en très bref. Oui, mais merci Nathalie, je crois on reprendra cette discussion un petit peu après, notamment avec le réseau Bouffon, qui est un peu un réseau de nordistes ou de presque nordistes sur ces questions-là et les questions un peu prospectives, notamment de TMS et de TNMS. Je trouve que c'était très éclairant et merci à vous Nathalie de votre éclairage là-dessus. On va reprendre la discussion avec tous ensuite. Et maintenant, Juliette, est-ce que vous êtes là? Et donc vous aussi, on aimerait bien avoir, vous avez entendu, alors c'est un monde, voilà, ce monde du travail avec quelqu'un qui est une préparatrice de commandes dans un univers, j'allais dire, d'entrepôt céréalier, quelqu'un qui fait de la maintenance, non seulement de la maintenance sur site, mais aussi qui est de la maintenance déportée, si on peut dire, dans des conditions qui sont pas simple. Cette question finalement de douleur un peu lancinante qui revient avec ou pas des spécificités féminines, mais en tout cas la spécificité générale qu'on voit quand même qui est une difficulté à anticiper tout ça. Voilà, quel regard vous, avec votre expérience, votre cursus, et puis ce qui est votre tropisme à vous, Juliette, vous portez sur cet ensemble?
Bon, déjà merci parce que pour le coup c'est un monde en effet qui n'est pas obligatoirement le mien et qui en même temps avec lequel qui a fait beaucoup de résonance avec beaucoup des sujets qu'on aborde dans la Femtech. Juste un point peut-être d'explication. On appelle Femtech toute une industrie qui est en développement très fort actuellement et qui vise en fait à développer toutes sortes d'innovations autour de la santé des femmes. Et quel lien avec le monde du travail? Il se trouve que beaucoup de ces innovations, dont pour certaines sont digitales, sont aujourd'hui trouvent un marché assez important en employee benefits, donc auprès d'employeurs qui cherchent à améliorer justement l'égalité, enfin l'égalité homme-femme avec un tropisme de comment est-ce que je rends mon univers de travail, les conditions de travail plus en accord en fait avec certaines spécificités de santé intime des femmes. Donc ça peut toucher des moments de vie comme la PMA, comme la fertilité, comme la grossesse, comme le retour de maternité, comme la ménopause qui est un gros sujet en ce moment. Comment est-ce que j'adapte les conditions de vie au travail pour les femmes qui sont en ménopause sans pour autant les stigmatiser. Et du coup, je trouve que la démarche exosquelette et tout l'aspect genré en fait qu'ont évoqué les différents intervenants faisait beaucoup écho aux spécificités qu'on peut rencontrer nous en tant qu'entrepreneurs quand on est avec des DRH, des responsables qualité de vie au travail ou même prévention et santé sur les spécificités féminines de la vie au travail et certaines contraintes. Alors nous, on est sur du très intime, donc comment gérer au travail quelque chose d'aussi intime qu'un moment de vie comme la ménopause ou un moment de vie comme traverser un parcours PMA, sans stigmatiser la personne, mais en rendant l'espace finalement plus genré pour qu'il soit moins genré. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, mettre plus attentif en fait aux spécificités en l'occurrence pour ce qui nous concerne de la femme, pour que l'univers de travail soit moins genré. Donc tout ça a fait beaucoup écho, tout ce qui a été échangé a fait beaucoup écho à ce que nous on peut rencontrer. Parce que je vois là, dans l'échange un peu préalable qu'on a fait, ce que vous me disiez aussi, c'est que notamment vous accompagnez, donc à côté j'ai de la problématique des enjeux de santé typiquement féminins et de leur prise en compte, ou en tout cas de leur non-occultation dans l'univers du travail. Ce que vous me disiez aussi, c'est que vous accompagnez un certain nombre pour le coup, de créatrices d'entreprises ou d'applications ou autres globalement dans ces démarches-là. Et Jack, est-ce que ce côté-là, et donc cette fois-ci c'est presque plus une remarque un peu personnelle, si je peux me permettre, Juliette, que je vous demande, c'est que et on voit par exemple le rôle que dans notre premier exemple que Elsa a joué pour la conception un peu spécifique, cette fois-ci d'un équipement pour une utilisatrice, finalement pour une femme qui est Maëva. On a eu la même chose dans ce qu'était la recherche très, très structurée qu'a menée Coraline pour aboutir finalement à cette aide vis-à-vis d'une... Moi, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, si vous voulez, c'est que cette jeune femme, donc Edmond, dont elles se sont occupées, était quelqu'un qui était, par ailleurs, qui avait une forme de tampon, si on peut dire, d'inaptitude sur un certain nombre d'activités. Donc voilà, comment vous voyez les choses? Et puis après, si je peux me mettre cette question-là, on va la reposer un petit peu à tous nos... je veux dire, à vous tous et vous toutes qui êtes en bout de ligne, et puis à vous toutes qui êtes là, je veux dire, cette délicate question de la conception d'une activité. Donc, je repense à vos sessions de formation, d'accompagnement de créatrices finalement de solutions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient encore une fois d'application ou autres. Voilà, est-ce que vous avez des conseils, des orientations, des interrogations ou des vigilances à donner un petit peu à nous donner avant qu'on organise débat et appel à questions, appel à réaction, à la fois de vous, la salle virtuelle, et de vous, les intervenantes et intervenants. Charlotte, la parole encore à vous. Du coup, sur le sujet de la nécessité, alors, juste par rapport à l'accompagnement des entrepreneuses, ce qui est certain, et c'est ce que
c'est ce qu'on répète à toute entrepreneuse, en particulier dans le domaine de la santé des femmes, c'est de partir du besoin et de ce qu'on éprouve. Et ce qui m'a fait sourire, c'est de voir la nécessité à un moment, quand on s'occupe d'un genre, de faire intervenir quelqu'un qui vient de ce genre-là. Donc oui, en ce sens-là, nous, on a énormément d'entrepreneuses en Femtech qui sont des entrepreneuses et pas des entrepreneurs, ou en tout cas des binômes d'entrepreneurs où il va y avoir obligatoirement un élément féminin, parce que justement il y a ce besoin de ce qui est spécifique et de ce dont on va avoir besoin pour avancer. Et une dernière chose, c'est que du coup je suis impatiente en fait de voir rentrer. Mais bon, ça c'est peut-être un aspect très personnel. Je suis très impatiente de voir rentrer plus de femmes sur des métiers plus spécifiquement masculins ou genrés masculins. Et j'attends avec impatience l'UX, le forum sur la logistique, parce que chaque perception par un autre genre permet de toute manière de transformer. Et je le vois de la même manière sur d'autres métiers dans lesquels nous on intervient, qui sont les métiers par exemple de sage-femme. La perception masculine du métier de sage-femme va obligatoirement changer, la manière à laquelle il est fait, la manière à laquelle il est pensé. Donc de ce point de vue-là, ça peut être que riche. Merci. Ah, pardon, je vois Christine qui se sauve. Christine, avant que vous vous sauviez, j'aurais bien aimé avoir, Christine Louis-Simon, elle est partie, que j'aurais bien aimé avoir aussi votre écho là-dedans, parce que les métiers, Christine, pardon de vous retenir encore un petit peu, mais je pense justement à la personne dont vous parliez la semaine passée, et qui était exactement ça, c'est-à-dire avec un problème de douleur, un problème de souffrance, et en plus et un problème de carrière, et en plus là de fin de carrière, et en plein dans la cible. Voilà, comment vous voyez, j'irai vous comme médecin du travail, si je peux me permettre, et puis aussi perso, et dans une activité qui est juste, Christine Louis-Simon est médecin coordonnateur du groupe Galeries Lafayette. Donc, voilà. Donc, alors, déjà, je vais vous présenter Ornella, qui est notre préventrice, qui est avec moi aujourd'hui. Voilà. Merci, bonjour, merci avec vous. Ouais. Et effectivement, nous avons une entreprise qui est féminisée pour 70% des cas. Nous avons plus de 600 seniors. Donc, les douleurs, que ce soit des douleurs de dos, des douleurs des TMS diverses et variées, effectivement, elles sont multifactorielles. Il y a le contexte émotionnel, il y a l'anxiété, la dépression, il y a les gestes répétés, il y a aussi l'usure personnelle de chacun. Et le cas dont je parlais la semaine dernière, c'était une dame qui effectivement, on avait fait à peu près très attention à organiser le poste de travail de manière à la protéger, je ne peux pas dire sur tous les fronts, mais sur la plupart des fronts. Et reste le petit détail très féminin, c'est le geste répété bras en haut pour porter une feuille. C'est pas lourd du tout. Et ce petit geste-là a créé une capsulite de l'épaule et une épicondylite. Voilà. Et ce petit geste-là, là, je suis avec Ornella, ces petits gestes-là, les dames chez nous, dans à peu près tous les métiers, enfin les métiers de la vente et de la logistique, les deux métiers font ces gestes-là de manière répétitive. Et oui, les exosquelettes nous intéressent au plus haut point. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que les exosquelettes, aujourd'hui, ils sont personnels, adaptés à une morphologie, on le comprend très bien. Il faudrait que ce soit beaucoup plus vulgarisable. Et que, d'ailleurs, il y a une personne, c'est Anaïs Chorel l'a évoqué. Elle travaille sur des abacs morphologiques avec l'Institut français du textile. Et je pense que ça va être extrêmement intéressant parce que je veux pas dire faire un exosquelette pour 100 personnes, mais un outil partageable pour un certain nombre de tâches dans la journée qu'on ne fait pas forcément toute la journée et qu'on doit pouvoir partager avec des collègues.
Voilà. Merci Christine et merci de votre témoignage là-dessus parce qu'on voit effectivement que les questions sont liées et je reviens par parenthèse sur ce qu'était notre dada de l'autre jour et qui est l'importance des dossiers médicaux en santé-travail et du suivi personnel, à la fois bien sûr pour des politiques globales mais aussi pour le suivi personnel de la santé des personnes, des salariés et autres, à quel point c'est important. Merci en tout cas de nous l'avoir rappelé et merci à Ornella, voilà, bienvenue au club. Bienvenue à vous et bienvenue à vous tous. Alors, je crois que c'est le moment, si vous voulez bien, peut-être là maintenant de repartir sur des échanges et peut-être aussi à vous, pardon la salle, on vous a pas laissé beaucoup de temps, mais il y a plein de questions qui sont venues et notamment qui ont amené, je pense à Anaïs aussi à préciser. Puis on va aussi peut-être un peu en profiter de chacun et de chacun de nos, je veux dire, c'est à la fois des grands témoins et des grands experts de nous donner un peu en conclusion, puisqu'il s'approche, on a encore 8 minutes, mais quand même, un peu d'autres éclairages. Qui veut bien prendre la parole? Hello? Le guide, finalement, le cahier des charges, finalement, pour les concepteurs, ce sera bien d'avoir, finalement, les deux axes et les deux genres, en finalité, prenons-le en charge. Autre axe que vous avez indiqué aussi, Benoît, tiens, si tu peux peut-être poursuivre sur ce sujet. Oui, alors, moi, je voulais intervenir sur un petit point, c'est que moi, mon métier, c'est intégrateur. Et en tant qu'homme, aller installer un exosquelette, et là, j'en remercie énormément Anaïs, parce que quand elle m'a formé au système Japet, je lui ai posé cette question. Moi, je suis parfois gêné quand je dois installer un exosquelette sur une femme. Alors, je parle même pas du contexte MeToo et compagnie, parce que on doit souvent toucher la personne. Et comment aborder ça, comment le faire? Et pour nous, intégrateurs, installateurs, c'est une vraie question. Et Anaïs m'avait donné tout un tas de petites clés pour à la fois de façon orale et de façon physique supprimer cette problématique-là très rapidement avec la personne. Et on se rend pas compte, mais nous, hommes, on a aussi des problèmes à aborder le corps de la femme quand c'est pas le corps de sa femme. Donc, voilà, mixité, parité dans les équipes, à la limite, au plus tôt possible, comme le disait d'ailleurs Anaïs pour sa propre entreprise. Anaïs, de votre côté, là, un peu merci Benoît, votre viatique de conclusion de ce côté-là, et on va faire un petit peu le tour de qui veut intervenir. Oui, je pense que la première clé, elle passe par les concepteurs de solutions. On se doit maintenant d'avoir une démarche de conception qui, comme le dit beaucoup Lionel, et il insiste beaucoup sur ce point maintenant, qui est centrée sur l'humain et pas qui est centrée sur une tâche ou sur un métier. Aujourd'hui, les solutions, elles se doivent d'être centrées sur l'humain. C'est sur la partie conception pour avoir des solutions qui soient adaptées et adaptables à tous. Et après, effectivement, sur la partie intégration, je parle souvent des protocoles qui sont inspirés des protocoles médicaux qui aujourd'hui, on ne fait rien à quelqu'un sans un principe simple qui est le principe du consentement. Et moi, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, avant même d'installer un exosquelette sur quelqu'un, et de toucher son corps, bien qu'il y ait des tissus et l'exosquelette entre les deux. Je pose toujours une question simple, hein. Est-ce que vous m'autorisez à poser les mains sur l'exosquelette ou sur vous afin de bien positionner les solutions? Et en fait, ça, c'est ça, hein. C'est qu'aujourd'hui, ces démarches, elles doivent être totalement non genrées. Et elle doit être appliquée à tous, qu'on soit un homme, une femme intégrateur et qu'on soit un homme ou une femme qui va bénéficier de ce genre de solution. Et ce qu'on voit bien finalement, si je peux me permettre, Anaïs et d'ailleurs Marianne aussi, doublement merci parce que vous m'avez aidé à construire vraiment cette choix de thème de femmes exosquelettes. Et c'est exactement ce que disait Juliette là, qui est partie tout à l'heure, c'est qu'on pose la question pour qu'elle ne se pose plus tard.
et que, mais simplement la démarche, j'allais dire, la démarche d'acculturation et de justement poser les questions sur toute la chaîne, hein, de la conception, l'intégration, l'utilisation, le suivi, la vigilance managériale et autres se pose maintenant, et elle va encore, je pense, se poser non seulement quelques mois, mais sans doute quelques années, pour qu'ensuite elle ne se pose plus. Donc vraiment, merci Monsieur Simonin, on a vu vos... Nicolas Bus qui veut poser une question. On a vu vos remarques et merci. Je crois qu'effectivement il y a d'autres lieux et d'autres sites. Donc on renvoie toujours aux ouvrages de l'INRS et autres. Là on met, et c'est bien d'avoir la réglementation en tête, mais là l'objectif il est bien de mettre l'accent sur les utilisateurs. Nicolas, à vous. Le voilà. Voilà, vous m'entendez ? Oui, on vous entend super, merci. Très bien. C'est peut-être un tout petit complément à ce que vient de dire Anaïs tout à l'heure. Alors, je partage évidemment complètement les propos qui ont été tenus et qui, dans bien des cas, fonctionnent et suffisent. Il n'en reste pas que dans certaines situations ou dans certains lieux où il y a peut-être une culture encore un petit peu plus conservatrice, combien même il faut viser cette non-question du genre, il peut rester des côtés ambigus au moment d'assister ou d'équiper une dame. Et une chose, personnellement, que je fais, quand bien même on nous a autorisé et je trouve un excellent point que de demander l'autorisation de le faire, ça n'empêche pas que quelqu'un peut mal interpréter un geste, ou quand bien même elle avait donné son accord, ou il avait donné son accord sur l'idée de base, il n'en a pas aimé la sensation qui en a suivi. Et ce que je fais moi régulièrement, c'est d'avoir toujours quelqu'un avec moi, une personne neutre, un témoin, qui peut simplement, en cas d'ambiguïté, expliquer, donner le contexte dans lequel un geste aurait pu être mal perçu. Voilà. Oui, merci Nicolas de ces précisions et merci à tous et à Anaïs et autres de ce que vous disiez. C'est vrai qu'on en est un peu comme à certains moments, ou alors d'ailleurs dans certaines cultures, on peut avoir des appréhensions à avoir par exemple des médecins ou des intervenants soignants pour le coup d'un autre genre que le sien, ou bien quand on est à l'hosto, ou bien quand on est en consultation. Et de ce côté-là, c'est vrai que ce sont des choses qui sont à la fois très intimes et qui sont en même temps très culturelles, et sur lesquelles il y a à travailler pour ça. Donc merci de nous indiquer effectivement vos orientations. Et bon, je pense que dans un démarrage, que vous disiez, Nicolas, c'est-à-dire d'être deux pour l'intégration et des tests physiques de ce côté-là, c'est effectivement nécessaire. Alors, on arrive sur le final. Est-ce que je voudrais qu'on profite de notre amie Nathalie Roussel. Nathalie, est-ce que, voilà, vous, au final de tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Voilà, une phrase un peu de conclusion sur ce qui était ce premier UX Forum qu'on organisait sur ce thème, Femmes exosquelettes, où on voit bien les questions de douleur et des dimensions neuro-émotionnelles qui ressortent. Voilà, votre impression, votre conclusion à vous. Mais je voudrais souligner l'importance de ce genre d'échange de mondes qui se connaissent peut-être pas forcément et qui gèrent le même souci, c'est-à-dire la douleur ou le bien-être d'un travailleur. Et c'est pour ça que c'est ultra intéressant, ultra important de se partager les connaissances, d'essayer de voir où on peut collaborer pour que voilà, on puisse garder un maximum de gens au travail, que ce soit un homme ou une femme, mais dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est ça l'importance d'aujourd'hui, le défi d'aujourd'hui. Donc merci pour l'organisation. Très très bel échange. Merci à vous. Alors Marianne et Anaïs, qui étaient mes deux co-autrices, co-coach féminines sur la question. Marianne, vous, voilà. À la fois pour aller plus loin, est-ce que vous avez ressenti comme point essentiel? Comme point essentiel, déjà, c'est bon, je vais être très positive, hein, mais c'est que ça évolue énormément et que les exosquelettes arrivent enfin aux populations féminines. Donc, forcément, si on arrive sur ces populations-là, il va y avoir des efforts de fait, tant d'un point de vue concepteur que entreprise que intégrateur. Les efforts d'ailleurs sont déjà en cours, clairement, comme on a pu le voir avec les témoignages de Anaïs et de Benoît.
et de HMT aussi. Et donc c'est quand même, enfin moi je trouve ça assez positif et ça va quand même dans le sens de la féminisation des métiers physiques, quelque chose qu'il faut absolument continuer de favoriser, d'entretenir, parce que en fait les femmes doivent pouvoir être en capacité de travailler partout, tout simplement. Et si les exosquelettes peuvent contribuer à cela, tant mieux. Voilà, moi je finirai sur une note très positive. Merci Marianne. Anaïs. Alors, pourquoi moi j'avais soumis cette idée des UX Forums exosquelettes et femmes, c'est tout simplement parce qu'on a vu une réelle évolution depuis qu'on fait ces UX Forums, des mentalités liées à ces nouvelles solutions. Au début, on avait des entreprises qui connaissaient pas grand-chose et qui ont été aussi éduquées sur une nouvelle façon, une nouvelle approche, une nouvelle démarche d'intégration de ces nouvelles solutions qui est structurée et qui ont beaucoup fait changer les lignes. Et voilà, en discutant avec Marianne et avec Anne-Marie, et effectivement, si cette session de UX Forum axée sur exosquelettes et femmes peuvent, comme les précédents UX Forums, faire bouger les lignes, et faire changer les choses et faire changer ces mentalités pour que tous ensemble on travaille à une meilleure harmonisation, une meilleure équité de l'utilisation de ces nouvelles technologies au travail, on aura tous gagné. Merci à vous, merci Anaïs. Le temps des merci, je crois que Maëva a dû nous quitter. On la remercie aussi. Marjorie Klein, Marjorie, à vous alors. Pardon Marjorie, un mot de conclusion aussi de votre part, si vous voulez bien. Ouais, je vous en prie, je vous remercie Anne-Marie. Ce que j'ai retenu, moi, c'est des interventions de que ce soit de Maëva, de Madame Roussel, de Juliette, ou du médecin du travail. Et c'est une convergence, à dire, au-delà de la féminisation de certains postes, au-delà du challenge relevé par les dames, c'est aussi, encore une fois, de rester centré individu et de reprendre le ressenti de la personne. C'est pas parce qu'une personne a un mal qui se délivre qu'on est sur le même ressenti partout. Donc, en restant centré individu, on va pouvoir développer plus facilement cette intégration et cette évolution des exosquelettes au féminin. Tout simplement, c'est une belle convergence d'opinions, je pense. C'est très important, merci Marguerite d'insister là-dessus, mais on voit bien d'ailleurs, quand vous regardez de loin ce qu'a été d'ailleurs dans le temps l'évolution marketing, plus récemment l'évolution RH ou autre, on est beaucoup plus sur des approches de la personne, de la mise en avant, comme dirait Lionel, de l'humain ou des dimensions de l'humain en fait, parce que c'est pas un concept comme ça, c'est beaucoup de choses qui sont derrière, vous avez complètement raison, et c'est la dimension de la personne et du soin de la personne, c'est bien un peu, je dirais, les deux axes de nos défis à nous. Elsa, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ? Oui, comme Anne-Marie, je suis aussi très positive sur l'avenir. On voit que la question du genre, c'est une question qui est complexe et qui anime beaucoup de débats. On le prend de plus en plus en considération, que ce soit les entreprises, les personnes elles-mêmes, les concepteurs, intégrateurs d'exosquelettes. Et je dirais qu'il faut continuer, que tout n'est pas encore gagné et qu'il y a encore beaucoup de travail, mais que justement tous ces débats permettent justement d'évoluer de façon positive et de se dire que l'avenir sera positif. Ouais. Merci à vous, merci Elsa. Moi, ce que je voulais rajouter là-dessus, alors je suis pas sûre qu'on en a beaucoup, mis à part maintenant pour l'instant Nathalie, c'est aussi appel aux universitaires, c'est-à-dire que de ce côté-là, je sais pas si Christine Geoffrion, tu es là, Frédéric aussi, mais voilà, c'est pouvoir avoir, je dirais, faire travailler vos étudiants, ou que les étudiants qui d'un certain côté passent chez vous comme stagiaires fassent un peu ce que Marianne vous avait fait, hein, et qui est de prendre des problématiques et cette question-là un peu particulière pour aller sur la suite. Voilà. Mais écoutez, je crois qu'on arrive presque au final. Je voudrais quand même vous dire, prochaines étapes, on ne lâche plus et on ne lâche pas la question des femmes et exosquelettes. Le prochain épisode de Femmes et exosquelettes, et qui sera notre 15e UX Forum, il est prévu sur ce même thème dans le cadre
de Préventica Paris. Donc ça sera très précisément le 24 mai en fin de matinée. Et donc avec vous et autres, alors il faudra qu'on resserre parce qu'on aura moins de temps, mais c'est tout à fait important. Dans le même ordre d'esprit, toujours sur notre autre obsession qui est l'utilisation et l'objectivation, c'est pas Marianne et vous qui me direz le contraire de vraiment la nécessité d'avoir des données objectives de santé-travail pour progresser. On aura aussi un UX Forum là-dessus dans les 2 prochains Préventica, celui de Paris et celui de Toulouse, parce qu'on a un tropisme, je ne sais pas pourquoi, vers l'Occitanie, mais il y a plein de choses qui se passent là-bas qui sont tout à fait passionnantes. Et puis plus globalement aussi, à Préventica Paris, pour vous qui nous suivez, on aura aussi un gros truc, ce sera le 4e en fait, puisque le premier était en 2019, et aussi sur santé globale. Et ça, c'est notre orientation, notre dada de fond au CERT, c'est qu'on ne saucissonne pas la santé des gens, avec d'un côté il y a le professionnel, et de l'autre côté il y a le reste. En matière d'exosquelette, rappelez-vous, je me souviens plus de son nom, votre grand témoin génial qui était Maréchal Ferrand, et qui disait, ben voilà, moi j'aurai bientôt 50 ans, non seulement j'ai mal des douleurs pour mon métier, mais même dans la vie perso, le soir je m'affale sur mon canapé et avec grosses difficultés autres. Et donc la santé, ça ne se saucissonne pas. On aura aussi, alors s'il y a parmi d'entre vous qui sont plus proches de services de santé au travail, un concept, et non seulement un concept, mais ce sera une réalité parce que ça va être lancé ce mois-ci, tout à fait nouveau de services et de santé, de prévention et de santé au travail, et cette fois-ci à destination plus particulièrement des établissements de soins. C'est un truc en vraie symétrie des attentions et qui ne se contente pas de le dire mais qui le fait, c'est génial. Et puis d'autres choses sur la qualité de l'air et les nouveaux bureaux. Et puis on a aussi ce qu'on voyait, et là on les montrera je pense en distanciel et en présentiel autrement, des choses sur l'IoT, donc sur tout ce qui est les capteurs, et donc capteurs exosquelettes, Marianne, vous vous sentez un peu concernée, et ergonomie. Et puis quelque chose aussi d'important sur la logistique, sur l'IA et logistique, et sur femmes et logistique, et ça, quelque chose je pense d'ici mai-juin, et sinon systématiquement aussi à Préventica Toulouse. Voilà pour vous tous. Je voulais aussi qu'on vous remercie et qu'on vous remercie vraiment tous pour cette première session. Vous avez été sympas, vous étiez nombreux, vous avez respecté les temps, vous êtes géniaux. Et le replay sera disponible le 6 mars. On vous enverra le lien sur tout ça. Merci à vous, et merci aussi de vous être plié à la discipline qui était de couper micro et caméra quand vous ne parliez pas. Je sais bien que c'est chiant, mais c'est nécessaire et ça nous a beaucoup aidé. Un grand merci à vous, et merci à vous tous qui êtes encore là. Merci et bravo pour l'égalité des chances. Oui. Les organisations, merci à vous tous. Merci.